Bonjour à tous. Le webinaire va pouvoir démarrer dans quelques minutes. On attend encore pour, s'il est pas tout à fait 11 heures. Et on pourra vous présenter tout ça avec Thierry là. Et si vous pourriez nous confirmer que vous voyez bien du coup la slide, et également que vous nous entendez bien et que vous nous voyez bien. Bonjour à tous. Si vous pouvez nous le confirmer dans le chat. Merci. Ah. Parfait. Merci Céline. Merci. Bonjour Irène. Bonjour Hélène. Bonjour Amélie. Bonjour. Bonjour. Bonjour Aline, bonjour Mathieu. Vous faites partie des gens très ponctuels, ou enfin en tout cas nos horloges sont réglées sur le même horaire. Bon, on n'a pas fait de petits sondages sur les minutes d'attente de courtoisie, mais on va laisser 2-3 minutes avant de commencer pour pas vous pénaliser, vous qui êtes à l'heure, et puis après les autres personnes nous rejoindront au fur et à mesure. Ah oui, le quart d'heure agricole, oui, c'est... Non, on ne vous fera pas attendre un quart d'heure. Bonjour Fanny, bonjour Marietta, bonjour Valérie, Bonjour à tous. bienvenue. Bonjour Marina. Je vous propose qu'on commence tranquillement, du coup, ça fera venir les prochains. Donc tout d'abord, donc bonjour à tous et à toutes. Merci du coup d'être là pour ce webinaire donc qu'on co-anime Thierry et moi.
où on va parler donc globalement de RGPD, de collecte de données, donc ce qui est bien, ce qui est pas bien, les points sur lesquels vous pouvez progresser, et on finira vraiment en appliquant toutes les problématiques de collecte de données vraiment à une stratégie de parrainage client, puisque là il y a forcément des choses qui sont importantes à faire et qui changent un peu, on va dire, du cadre comme on l'entend de collecte de données classique. Et on va être bien tout au long, je dirais, vraiment dans la partie relation client et puis finalement comment on va faire cohabiter le respect du RGPD avec notre stratégie marketing de relation client. Donc c'est un webinaire qui devrait durer à peu près 40 minutes en termes d'échange. Après, n'hésitez pas à poser des questions donc, tout au long du webinaire. Vous avez un onglet donc, pour ça sur la droite, normalement, questions. Vous pouvez le faire. Et nous, on y reviendra du coup soit pendant, soit à la fin du questionnaire, enfin à la fin du webinaire par rapport à ça. Autre point également, vous avez un onglet normalement sondage, où on a mis quelques petits sondages pour l'instant dedans. N'hésitez pas à y jeter un coup d'œil, à répondre. Ça nous permettra à nous de prendre peut-être des exemples plus appropriés par rapport au cas RGPD parrainage. Et du coup, ça nous permettra également de mieux savoir qui vous êtes là-dessus. Donc, on rajoutera sûrement quelques petits sondages au fur et à mesure du webinaire dedans également. On va commencer du coup. Donc, je vais vous présenter très brièvement donc, We Love Customers, donc qui on est. Donc, on est une entreprise créée en 2016, basée à Rennes, et on accompagne aujourd'hui toutes sortes de clients, à la fois donc des e-commerçants, des réseaux de distribution, des points de vente physiques, dans une démarche globale post-achat. C'est-à-dire qu'on va intégrer dans la démarche globale post-achat. Donc, c'est tout ce qui est enquête de satisfaction, enquête NPS, qui vont permettre de détecter donc, qui sont les clients les plus satisfaits, qui sont les ambassadeurs, et surtout de pouvoir derrière utiliser cette force vive, cet actif de clients, de manière à ce que vous en tiriez le meilleur parti et que vous puissiez construire et co-construire des choses avec eux. Donc, ça va passer par des leviers, donc, comme tout ce qui est parrainage. L'idée, c'est que vos clients puissent parler de vous à leurs amis et puissent vous amener d'autres clients par rapport à ça. On va aller gérer jusqu'à la partie donc, récompense, toute la partie création de cartes de programme de fidélité, ce qui est création de contenu également par les internautes, qui puissent prendre une photo d'un outil, d'un article, d'un produit qu'ils ont acheté chez vous et la publier par exemple sur les réseaux sociaux, que ça leur apporte des points, ce type de mécanique qu'on peut mettre en place. Et également une partie offre de remboursement dédié donc post-achat. L'idée, je fais un achat dans un réseau de distribution que je ne maîtrise pas forcément. Je vais proposer à mon acheteur ce type de mécanique d'offre de remboursement pour aussi capter ces données et mieux connaître ma cible finale. Donc voilà les services qu'on propose de façon très rapide. On travaille avec des acteurs donc, dans tous les secteurs d'activité, donc que ce soit du B2B, du B2C, que ce soit des points de vente physiques, pardon, dans la partie cheminée, dans la partie garage automobile, dans la partie retail également, ou des services donc complètement donc pure player et des services dédiés plus aux professionnels, par exemple comme Willow qu'on va retrouver. Donc là, c'est quelque chose qui n'est pas du tout exhaustif. On va travailler avec des acteurs comme Orange, comme Côte d'Ivoire, comme Trécobat dans tout ce qui est construction de maison. Chacun de nos clients, on va dire, a un programme de parrainage qui est spécifique, qui en fournit, nous, une plateforme qui permet de générer des programmes, mais qui est entièrement configurable et customisable pour que chacun des parrainages, des programmes de parrainage ou des programmes post-achat soit très spécifique, ressemble à notre client. Et surtout, nous, on intervient vraiment en marque blanche, c'est-à-dire que le client final n'a jamais connaissance de We Love Customers et c'est vraiment votre programme de post-achat. Voilà pour présenter très rapidement donc We Love Customers. Ops pour la présentation de Netellium. Donc bonjour à toutes et à tous. Nous, on est spécialisé dans le marketing relationnel et CRM. Donc le point de jonction qu'on a clairement avec Loïc et We Love Customer, c'est que Loïc, il est vraiment très spécialisé sur la partie post-achat. Nous, on va plutôt couvrir tout le parcours client en amont. Donc c'est cette complémentarité qui nous amène aujourd'hui à développer notre partenariat et ça va aussi finalement prendre la forme d'un couplage entre nos plateformes pour pouvoir accompagner nos clients qu'ils désireraient donc vers le post-achat ou remonter sur la partie vraiment gestion de mes données, activation, transformation de mes contacts prospects en clients jusqu'à la partie client fidèle. Donc nous, on a été créé en 2012, on est basé à Rennes avec, je dirais,
deux facettes à notre activité, des prestations et des missions de conseil sur mesure. Ça peut être de l'analyse de données, de la mise en place de plans de segmentation, de plans de scoring et la mise à disposition de solutions. On a développé notre propre plateforme qui s'appelle Helium Connect et qui finalement va être une plateforme qui va permettre d'agréger de l'information et de la donnée client pour l'activer. Donc, ça va passer par de la collecte de données dont on va parler juste après. Quand on collecte des données, l'idée, c'est de les organiser, de les structurer pour pouvoir les activer. Donc, on a vraiment ces trois briques dans la plateforme, la collecte, la centralisation, l'agrégation et le pilotage de ces données en fonction de ces attributs avec des segmentations sur mesure. Et puis, un module d'activation qui va permettre de faire du push, mail, SMS, des scénarios de marketing automation, de mettre en place ces règles de scoring et des déclencheurs spécifiques. On voit bien que tout au long de ce cadre-là, finalement, il y a une problématique de gestion de données, donc le RGPD n'est pas loin, ça va être le sens de nos échanges d'aujourd'hui. Un petit peu comme Wheel of Customer, nous, on est vraiment sur le métier de la relation client, et donc il est plutôt transversal. On a des clients aussi dans différents domaines, en B2B, en B2C, des e-commerçants, des gens avec des approches mixtes, des réseaux. Donc voilà, en fait, on n'a pas je dirais, d'approche métier spécifique. Par contre, voilà, sur tout ce qui peut être fait en termes de digital au niveau du parcours client, la vocation de nos outils et de nos prestations, c'est de permettre d'outiller finalement votre expertise métier et de renforcer cette relation tout au long du temps. Donc le RGPD, je ne vais pas rappeler tout le RGPD, mais voilà, il va bientôt avoir 3 ans. Ça va être un changement, on va en parler tout à l'heure. Donc à titre personnel, on le vit tous très très bien, parce que nos données personnelles, quand on les confie, on n'aime pas qu'elles se baladent à droite à gauche, ou en tout cas on aime bien savoir ce qui va en être fait. Par contre, quand on est une entreprise ou un responsable marketing, il y a aussi l'autre facette qui est de dire ce sont des nouvelles contraintes qui peuvent freiner mon marketing. Parce que l'exigence finalement qu'il y a dans le fond du RGPD, c'est de demander aux entreprises qui gèrent des données de les maîtriser, ce qui paraît quand même important, et puis de faire preuve de transparence, parce que voilà, aujourd'hui, quand on collecte des données, il faut que la personne puisse choisir de les confier de façon exprimée, et puis qu'on les utilise conformément à l'autorisation qu'elle nous a donnée, donc obtenir son consentement. Donc finalement, l'objectif qu'on va avoir côté relation client, c'est de collecter des bonnes données dans le respect du RGPD. Donc c'est l'objectif dont on va parler aujourd'hui. Donc finalement, c'est un projet de données autour de la data et qui impacte la relation client. Donc on va essayer de dépasser ces aspects un petit peu contraignants pour tous, pour regarder comment on peut le mettre en œuvre et puis l'associer à nos démarches. Donc, pourquoi on est arrivé donc à des problématiques aujourd'hui de RGPD? C'est qu'il y a eu beaucoup d'abus sur la partie marketing. Si on reprend vraiment l'historique du marketing, il y a une centaine d'années, John Wanamaker disait voilà, je dépense un certain budget en marketing. La seule chose que je sais dessus, c'est qu'il y en a la moitié en gros qui sert à rien. Ça, c'est dès qu'on avait du marketing qui n'était pas ciblé, c'était pas possible de dépenser, on va dire, efficacement 100% de son budget marketing. À partir de là, ce qui est arrivé, c'est un marketing de plus en plus ciblé par des canaux dits canaux directs, donc tout ce qui est par exemple courrier adressé dans un premier temps, email, SMS, notification, push in-app, ce type de choses maintenant, des chats également qui servent aussi à du marketing. Et en fait, à partir de là, pour avoir des messages qui soient personnalisés, on a été amené à collecter de la donnée. Quand je dis nous, c'est nous en tant qu'annonceurs. On a été amené à collecter de la donnée pour avoir le message le plus personnalisé possible, de manière à ce qu'il y ait une meilleure transformation derrière. Et là-dessus, il y a eu des abus de fait par différents annonceurs, différents outils, ce qui a amené du coup l'État et on va dire plus globalement l'Europe à réguler cette collecte de données de manière à ce qu'il y ait beaucoup plus de transparence et que chacun puisse rester maître des données qu'il transmet. Donc du coup, au niveau collecte et traitement, il y a effectivement des choses qui ont changé, que vous avez certainement tous pratiqué, c'est-à-dire maintenant on doit avoir un opt-in actif de façon obligatoire, sauf contexte particulier d'opt-out spécifique, quand c'est suite à un achat dans le cadre d'une relation avec un client et pour délivrer un service qui a été souscrit, sur des adresses pro non nominatives. Donc même s'il reste de la tolérance dans le B2B, en fait aujourd'hui les bonnes pratiques, c'est un choix explicite, signifié par le client. C'est une information précise sur le traitement qui va être fait de ces données
Et donc, le respect de ce traitement avec une autre consigne dans le RGPD qui est, voilà, on doit minimiser le traitement. C'est-à-dire que quelqu'un qui vous fait une demande de devis ne s'est pas inscrit à votre newsletter. Donc voilà, c'est une problématique qui va nous amener finalement à être obligé de gérer de multiples consentements qui peuvent avoir des durées finalement ou des champs d'action différents, de modifier l'ensemble de nos points de collecte afin de mettre les bonnes cases à cocher, d'adapter finalement les traitements à chaque source de collecte en fonction de la finalité pour laquelle les données nous ont été transmises, et puis finalement d'adapter nos mentions légales. Donc la bonne chose, c'est que voilà, on en parle aujourd'hui, c'est un marketing de la permission. Donc voilà, on va cultiver la permission de nos clients, cultiver la transparence et cultiver la confiance pour finalement pouvoir obtenir les bonnes données. Ce qui nous intéresse en termes de relations clients, aujourd'hui à l'heure du digital, on voit bien qu'en fonction de la connaissance qu'on a de nos clients, et ça a toujours été le cas, on va pouvoir faire des choses très très différentes. Et plus on va avoir de données sur nos clients, plus notre pertinence va augmenter. Après, il y a un point antinomique dans notre comportement à tous, c'est qu'on aime tous les messages personnalisés, mais parfois on a tous une réticence à collecter nos données. Donc finalement, tout ça va devoir être accompagné vraiment d'un message, de la mise en place d'une transparence la plus complète possible, d'un respect des traitements qui vont être faits. Il faut créer finalement un univers de confiance. Après, sur les bonnes données, celles que l'on va cibler, nous, les plupart du temps, on va prendre des données naturellement qui sont utiles aux objectifs, que l'on peut collecter sans trop de difficultés, qui vont être représentatives, parce que finalement, Loïc en parlait, la personnalisation aujourd'hui, c'est finalement l'évolution d'Internet. Par contre, effectivement, si on collecte trop peu de données et qu'on est sur un segment trop fin, aujourd'hui, en termes de retour sur investissement ou d'impact de nos actions, ça peut être un petit peu trop limité. Donc, on va chercher des données qui soient représentatives. Et puis derrière, qui soient exploitables et qu'on va exploiter. Parce que voilà, il y a toutes les données qui, souvent, nous, quand on discute avec nos clients, il y a une volonté de collecter énormément de données, mais en fait, dans la réalité, l'exploitation derrière ou la capacité à les collecter n'est pas toujours au rendez-vous. Donc, c'est un point d'attention. Donc, qu'est-ce que l'on a comme changement aujourd'hui avec le RGPD? Donc, à partir du mois de mars, en fait, les bandeaux cookies devront permettre à l'utilisateur de refuser aussi facilement que d'accepter les cookies. Donc ça va être un gros changement pour les gens qui gèrent des cookies et qui les utilisent aujourd'hui pour leur campagne marketing, avec finalement un vrai travail à faire, je pense, en tout cas, moi, sur le message, parce que les interfaces que je vois aujourd'hui faites par des éditeurs sont... J'ai du mal à imaginer quelqu'un qui ne va pas, quand ça va être aussi simple, refuser toutes les données plutôt que les accepter. Donc aujourd'hui, je pense que sur cette partie message, en tout cas, nous, on y travaille chez Netellium pour essayer de rendre la chose compréhensible et d'obtenir un engagement explicite de l'utilisateur pour qu'il active les cookies qu'il souhaite. Parce qu'aujourd'hui, finalement, tout le monde va les refuser dès qu'on va avoir deux boutons l'un à côté de l'autre, alors que c'est une donnée qui peut être utile en termes de marketing, mais ça va demander un petit peu, une fois de plus, de pédagogie et de transparence. Donc, toutes ces nouvelles règles, elles nous amènent aussi à gérer un cycle de vie des données, c'est-à-dire qu'on va avoir des durées qui sont définies. Donc, pour les cookies, ça va être 13 mois. Pour le droit à l'oubli, ça va être 36 mois. Pour une personne qui va vouloir exercer ses droits, ça va être 1 mois. Donc, on va être amené à gérer finalement des périodes de permission et des durées de validité de données. Donc ça nous amène naturellement à la deuxième logique, qui est de se dire, finalement, une fois qu'on a eu des consentements, il va falloir les réactualiser. Donc voilà, on est vraiment dans cette logique, et la base de données doit nous permettre de redater l'ensemble pour en justifier, et puis de maîtriser finalement ces périodes d'autorisation de traitement, et puis après... à nous de faire tant que faire se peut au niveau marketing pour que les personnes finalement renouvellent leur consentement et qu'on reparte pour des périodes rallongées pour construire une belle relation avec eux. On va prendre l'exemple du droit à l'oubli. Ben voilà, j'ai des contacts dans ma base, ça fait 3 ans qu'ils sont inactifs. Alors si j'ai attendu 3 ans, c'est peut-être un peu dommage. Ça peut dépendre des métiers, hein. Il y a des métiers à cycle long, mais voilà, quelqu'un qui n'a pas donné signe de vie depuis 3 ans, on peut considérer qu'il s'est un petit peu éloigné de nous. C'est un peu dommage d'avoir attendu toute cette période-là. Donc là, l'impact que ça va avoir en termes marketing, c'est de dire finalement, moi, je vais faire des campagnes de réactualisation.
Et alors, on peut très bien imaginer d'avoir des déclencheurs à 12 mois, à 16 mois, à 18 mois, à 6 mois, à 24 mois. Et puis finalement, je vais essayer de conserver une base la plus active possible. Et par contre, les personnes qui ne répondront pas finalement et qui resteront inactives, je suis dans l'obligation, au bout de 36 mois, de les supprimer de ma base. Donc ça va faire partie d'une bonne hygiène de base de données. Tous ceux d'entre vous qui avaient fait des campagnes d'actualisation il y a 3 ans, lorsque le RGPD est rentré en vigueur, voilà, parmi ces personnes-là, à partir du mois de mai 2021, les premières éligibles au droit à l'oubli vont arriver. Et là, une fois de plus, on va se tourner vers de l'automatisation et de la personnalisation parce que finalement, la date de consentement d'une personne, lui, est propre. Et traiter à la main et faire des opérations manuelles, en fait, ça va devenir beaucoup trop complexe et trop coûteux. Donc, il va falloir vraiment automatiser l'ensemble. Donc, toutes ces règles, elles sont à définir. Mes scénarios de réactivation, finalement, est-ce que je vais anonymiser les contacts pour garder des données statistiques ou les supprimer quand ils arrivent finalement à l'échéance du droit à l'oubli. Donc, tout ça, vraiment, ça va faire partie de votre stratégie marketing. Et en fait, nous, ce qu'on conseille vraiment, c'est d'automatiser ça. Donc, ça veut dire que finalement, on va tout gérer dans la base de données, les consentements, les dates, les périodes, et avec des scénarios qui vont pouvoir se déclencher automatiquement en fonction de la date anniversaire de chacun. On a mis là quelques illustrations pour illustrer la collecte positive. Le RGPD appuie vraiment le fait de collecter de façon positive en disant finalement un client, un contact, un prospect, il va nous donner des données pour un service ou pour un bénéfice. Donc, à nous de lui proposer différents bénéfices pour l'accompagner sur son parcours, à nous de respecter les engagements qu'on a pris. Donc là, on a mis quelques exemples. Donc ça, par exemple, c'est un client qui a une clientèle B2B et B2C, qui est finalement un palais des congrès avec des offres très variées. On a mis un formulaire de demande express de documentation dès la home du site. Bon, voilà, c'est quelque chose de très simple, mais rien que se tourner comme ça vers le client, eux, ils ont vu leur taux de transformation de visiteurs en contact qualifié beaucoup plus développé, parce que là, la personne n'a pas du tout à chercher dans les pages du site l'information qu'elle souhaite, elle dit ce qu'elle veut, elle dit si elle est une entreprise ou un particulier, et puis finalement, elle va recevoir les informations qu'elle a demandées. Donc, c'est tout simple. Autre élément complémentaire, on a quelqu'un qui nous fait une demande de devis, qui s'inscrit à une newsletter. Ce qui est très intéressant, c'est de lui confirmer qu'on a bien pris en compte sa demande et en profiter pour essayer de commencer à communiquer avec lui et de lui demander quelles sont ses préférences et ses choix. Donc là, on a par exemple un exemple pour le réseau Comptoir de la Mer, qui travaillent sur différents univers autour de la mer, et ce qui les intéresse, c'est de savoir si la personne est passionnée de pêche ou passionnée de déco marine. Donc voilà, dans le Welcome Pack, tout de suite, on va aller chercher cette information complémentaire. Donc on voit bien qu'on rentre dans une qualification itérative, tout en la laissant toujours à l'initiative du client, parce qu'on aime tous avoir le choix, et puis faire nos choix et les maîtriser. On peut aussi passer par les réseaux sociaux pour gagner du temps, et puis souvent on a des bases qui cohabitent, on a notre base de données d'un côté, nos fans et nos réseaux sociaux de l'autre. À un moment donné, il est très intéressant d'inviter les personnes qu'on a sur les réseaux sociaux à rejoindre notre base de données, puisque c'est là où on va finalement appliquer d'autres scénarios relationnels. Donc ça, c'est des choses qui sont vraiment utiles, sans compter qu'on peut récupérer pas mal de données issues des réseaux sociaux et que la personne n'a pas à ressaisir toutes ces données. Un autre élément important pour nous dans les stratégies de collecte, c'est vraiment de penser à la collecte itérative, c'est-à-dire on ne peut pas demander à nos clients, enfin on ne peut pas leur poser toutes les questions qu'on voudrait leur poser dès la première rencontre. On va aussi apprendre à se connaître dans le temps, et puis ça dépend aussi de l'intérêt qu'ils ont pour notre collaboration. Et là, cet exemple-là, c'est quelqu'un qui fait de la location de voiliers, qui finalement avait une demande de devis, et puis il y avait un problème parce qu'il fallait rappeler les gens derrière pour les requalifier par téléphone. C'était coûteux, c'était embêtant pour les équipes parce que c'était toujours les mêmes questions, voilà, et donc contraignant. Et donc, on a fait, en sortie du formulaire de demande de devis, un deuxième formulaire qui est préparez votre projet et dites-nous en plus et recevez des informations et un devis encore plus précis. Et donc là, on a fait un formulaire illustré en 5 pages
qui correspond à la qualification téléphonique qui était réalisée pour avoir toutes les informations permettant de faire un devis. Et voilà, aujourd'hui, on a un petit 50% des personnes qui font une demande de devis qui remplissent ce formulaire complémentaire. Donc voilà, là, on est vraiment, une fois de plus, c'est le choix de l'internaute, c'est positif, c'est pour mieux le servir et on lui laisse la liberté d'y répondre ou ne pas y répondre. On ne le contraint pas. Autre problématique pour les réseaux qui ont des points de vente ou des agences pour lesquelles il est difficile de demander aux vendeurs en magasin ou aux conseillers en agence de faire de la collecte de données. Voilà le type d'opération qu'on fait, c'est qu'on remet des coupons aux clients qui passent en magasin et ils ont un code pour aller regarder en ligne finalement s'ils ont gagné. Donc, ce qui permet de collecter leur email. Et ça, c'est intéressant pour des magasins qui n'ont pas toujours une connaissance ou une capacité à contacter leurs clients. Autre point pour les gens qui pratiquent les jeux, le jeu c'est super, c'est une mécanique qui marche très très bien. Là c'est un exemple qu'on a fait avec le programme Envie de bien manger de Lactalis. Et en fait, il y avait un problème dans leur campagne de jeu, c'est qu'ils attiraient beaucoup de concouristes, donc des gens qui venaient, qui étaient vraiment beaucoup plus attirés par le lot que par la marque. Et donc, on a travaillé avec eux en se disant, pourquoi on ne ferait pas un jeu avec une très très faible dotation, mais avec finalement une restitution personnalisée. Et donc, on a choisi de faire une auto-évaluation. Et il y avait juste des coupons de réduction traditionnels chez eux. Et on a explosé les scores sur cette campagne-là avec finalement une dotation très, très faible. Par contre, des gens qui sont venus, qui sont intéressés par l'univers de la cuisine, qui ont activé leur coupon de réduction. Et finalement, on a eu des meilleurs résultats que quand ils offraient un voyage où là, ils attiraient tout un tas de personnes qui n'étaient pas spécialement intéressés par leur marque. Autre point pour les acteurs du B2C ou les gens qui aiment avoir des statistiques de campagne les plus précises possibles, on peut mettre en place des dispositifs de double opt-in. Alors l'opt-in, c'est je donne mon consentement, je dis oui, je m'inscris à la newsletter. Le double opt-in, c'est je vais dire oui, je souhaite m'inscrire à la newsletter. Je vais recevoir un email sur lequel je vais devoir cliquer pour confirmer mon inscription. Donc ça, c'est quelque chose qu'on fait par exemple pour toutes les marques du groupe Beaumanoir, puisque eux ont un intérêt important finalement à avoir vraiment des adresses validées et actives. Enfin, je vais un peu vite, mais on aura le temps pour les questions-réponses après. Le droit à l'oubli, on doit permettre à l'ensemble de nos contacts d'exercer leurs droits sur leurs données personnelles. Ça veut dire un droit de rectification, un droit de limitation des traitements, un droit d'opposition, un droit de restitution, un droit de portabilité. Donc ça, c'est pareil, c'est des demandes qu'on va enregistrer. Le RGPD nous donne 1 mois pour y répondre. Donc c'est pareil, nous on a mis en place un petit outil qui permet finalement de collecter la demande en fonction de sa nature, d'alerter automatiquement le responsable de traitement et d'avoir un suivi de ticket avec des relances puisqu'on a 1 mois pour répondre à la personne et pouvoir conserver finalement la preuve que l'on a bien traité cette demande. Donc voilà, une fois qu'on a collecté toutes ces bonnes données, bien sûr on va pouvoir les activer et faire plein de choses superbes. Loïc le disait, les statistiques de campagne qu'on constate entre des statistiques génériques ou des campagnes, avec du ciblage et de la personnalisation, ça n'a rien à voir. Donc la clé de performance, c'est vraiment celle-là, c'est de prendre en compte qui est son client, la nature de sa relation avec nous, son historique, ses interactions, et à partir de là, de déclencher finalement des actions pour mieux l'accompagner et le guider vers notre offre et obtenir sa satisfaction. Donc après, il y a plein de scénarios possibles en termes d'activation de ces données. Donc l'idée dans le fond, c'est d'avoir une base au top, une base active et de maîtriser nos données, donc avec un enrichissement permanent de sa base de données par l'ensemble de ses formulaires, ses points de contact ou ses collaborateurs, d'avoir des contacts consentants et actifs, ce qui n'a rien à voir et effectivement va amener énormément de performance, d'avoir des données à jour et activables, de travailler le niveau de contactabilité de ses clients. Donc ça, c'est des points qu'on rencontre aussi beaucoup chez nos clients, c'est j'ai des contacts pour qui j'ai pas d'email, j'ai des contacts pour qui je n'ai qu'un numéro de mobile. Et voilà, donc essayer de renforcer la contactabilité pour pouvoir jouer sur les différents canaux.
Tout ça va nous permettre naturellement, si la base de données est bien faite, d'avoir un niveau de personnalisation avancé et puis de renforcer ses performances, de retrouver des statistiques restaurées et représentatives, de prendre en considération le RGPD et le respect des droits des personnes. Et puis finalement, cette base client, ce capital donné, c'est vraiment une des valeurs aussi de l'entreprise. Donc voilà, il faut la cultiver, prendre le temps de la cultiver, mais c'est vraiment une des vertus positives du RGPD qui pousse dans ce sens-là. Donc en gros, développer la confiance, accompagner nos clients, c'est vraiment les mots d'ordre du RGPD et puis qui finalement nous correspondent bien en termes de marketing, même s'il y a quelques contraintes. Donc, transparence, respect de la confiance, ça devient vraiment des fondamentaux aujourd'hui pour faire la différence, pour développer la performance et puis pour aller loin finalement dans la relation client. Donc jusqu'au parrainage, et on voit bien qu'on va être amené à collecter des données différentes à chaque étape. Et du coup, si on va jusqu'au parrainage, c'est vraiment qu'on a créé une belle histoire avec nos prospects puisqu'ils sont devenus clients, avec nos clients puisqu'ils sont devenus parrains. Et donc le cycle, on va rentrer vraiment dans une campagne vertueuse puisqu'après, les filleuls doivent aussi devenir des parrains. Donc tout ça, c'est la partie sur laquelle je vais laisser maintenant la parole à Loïc qui va nous parler de la partie parrainage avec tous les points qu'il y a en lien avec le RGPD, puisque là, c'est une personne qui recommande une autre personne. Merci Thierry. Pour parler donc spécifiquement du programme du parrainage client, on est vraiment sur quelque chose, donc sur un outil de tout ce qui est marketing d'influence. Contrairement à la collecte classique dont on parlait avant, là, en tant que marketing d'influence, on va demander en gros à un intermédiaire de promouvoir notre produit ou notre marque auprès de ses connaissances de façon large. Ça peut être des personnes qui suivent sur les réseaux sociaux, ça peut être quelqu'un de la famille, du cercle familial, ça peut être un ami. Donc, il y a autant de possibilités comme ça. Et là, ce qui nous intéressait plus particulièrement sur la partie donc, marketing d'influence, c'est le parrainage client, où on est beaucoup plus souvent sur un cercle proche de connaissances. Ça va être des amis, ça va être de la famille, ça va être des voisins, ça va être des personnes qu'on croise de façon régulière. C'est vraiment ce qu'on va retrouver là. Donc, pour rappeler ce qu'est le parrainage client, donc on est vraiment sur une logique la plupart du temps en post-achat, c'est-à-dire que je vais acheter un produit dans un magasin. À partir de là, on va me proposer de parrainer mes amis. Je vais pouvoir inviter un ou une amie qui elle-même va pouvoir acheter et ainsi de suite devenir à son tour cliente, mais surtout marraine. Donc là, c'est le cas idéal où on a 100% de transfo dans tous les cas et où il y aurait potentiellement zéro contrainte. Dans la réalité, il y a 3 points de friction notamment entre le parrainage client et le RGPD. Premièrement, donc c'est le moment où on va demander à un ami de parrainer à un client, je veux dire, de parrainer ses amis, excusez-moi. Deuxièmement, à un moment où on va demander à cet ami, ce client, de saisir les coordonnées de ses amis. Et troisièmement, l'exploitation des coordonnées des amis. Donc là, si on reprend le cas, le point numéro 1 qu'on voit ici, c'est comment j'invite mon client à parrainer ses amis. Donc là, on rentre clairement dans la partie RGPD qu'a exposé donc Thierry juste avant. On est sur je ne vais pas pouvoir lui envoyer un mail comme ça pour lui dire parrainer vos amis si on n'a pas un opt-in avant, si on n'a pas eu ce consentement pour le contacter derrière. Deuxièmement, je ne vais pas pouvoir, moi, en tant que Loïc Morvan, dire j'invite Thierry pour découvrir par exemple un produit sans qu'il n'y ait aucun garde-fou à côté et que les coordonnées de Thierry puissent être réutilisées 500 fois, revendues, etc. Je pense que la relation, si ça se passe comme ça, entre Thierry et moi, va fortement se dégrader. Et de la même façon, je confirme. Et de la même façon, la relation entre moi et le commerçant à qui j'aurais fait confiance et qui aura fait n'importe quoi des données d'un ami, ça va se dégrader aussi forcément. Donc là, on va avoir différents garde-fous qu'on va mettre en place. Parce que le but du jeu, ça reste que demain, tous vos clients soient influenceurs. Thierry l'a bien dit tout à l'heure, à partir du moment où on a des visiteurs sur un site internet qu'on arrive à transformer en prospects, puis en clients, puis en clients très satisfaits, il faut tout mettre en œuvre pour qu'ils deviennent tous des influenceurs
à leur échelle, avec leurs moyens, avec leurs canaux de prédilection. Mais le but du jeu, c'est notamment qu'ils le recommandent à votre enseigne et à leurs amis. Donc l'idée en post-achat, pardon, l'idée en post-achat, plutôt que de dire à un client directement merci pour votre achat, parrainez vos amis, ça va être souvent de mettre en place une enquête de satisfaction ou une enquête NPS avant. Et là, on voit bien que déjà, on se tourne non plus sur un message marketing qui est envoyé en post-achat, mais vraiment sur quelque chose qui suit l'achat. C'est-à-dire qu'on va demander à quelqu'un qui vient de faire un achat, êtes-vous satisfait de votre achat, et en profiter pour lui demander s'il recommanderait une enseigne ou l'enseigne ou le produit à ses amis et sa famille. Donc là, on est sur quelque chose qu'on voit souvent. Par contre, quelque chose qui est très mal exploité aujourd'hui par beaucoup d'annonceurs, c'est-à-dire qu'à partir du moment où le client dit ben voilà, moi j'ai voté par exemple 9 ou 10, si on s'en tient à la définition officielle du NPS où seuls les promoteurs notent 9 et 10, ces clients-là, il faut les noter en promoteur, mais du coup, ils viennent de dire qu'ils étaient prêts à recommander le produit, donc il faut vraiment leur donner les moyens de le faire. Si on élargit un peu la règle, on va dire, du NPS classique, où on dit que 9 et 10 sont les seuls promoteurs, en France, on a souvent du mal à mettre à mettre des bonnes notes, on va dire, de façon générale. Donc nous, ce qu'on conseille à nos clients, c'est leur dire de mettre en place, de présenter absolument le parrainage client à tous ceux qui notent, on va dire, globalement de 7 à 10. Parce qu'on a du mal à dire en France, c'est très bien, on trouve toujours quelque chose à dire là-dessus. Donc l'idée, en tout cas, c'est de mettre cette règle en place, qui est souvent du coup en post-achat, qui permet de déclencher le parrainage. Et de la même façon, ça ne va servir à rien de proposer à quelqu'un qui a mis 0 ou 3 de parrainer ses amis, il ne le fera pas, donc autant essayer de creuser sur la partie insatisfaction et mieux comprendre ce qui s'est passé. Donc là, on va être sur des mails ou des landing pages qui vont être dédiés à l'expérience client, au parrainage. Donc l'idée, c'est vraiment de rappeler que le client est venu chez vous et qu'il était satisfait de son achat, qu'il était lui expliquer quels sont les traitements et les enjeux du parrainage client, ce qu'il va pouvoir en récupérer, en gagner de son côté, et surtout ne pas faire de collecte de données là-dessus tant qu'il n'y a pas d'accord explicite du parrain, parce que si le parrain se rend compte déjà que vous commencez à collecter les données sans son accord, il n'y a aucune chance qu'il vous donne les coordonnées de ses propres amis derrière. Pour récupérer ça, on va, pour que le parrain puisse transmettre les coordonnées de ses filleuls, on va avoir différentes solutions. La plus simple aujourd'hui est celle qui représente aujourd'hui 90% à peu près des parrainages chez We Love Customers. Tout client, tout secteur d'activité confondu, c'est vraiment le côté partage par email. On est à peu près sur 90% des parrainages qui sont comme ça. L'idée, c'est que moi, en tant que parrain, je vais pouvoir dire contactez Thierry sur l'adresse mail Thierry, etc. Et je vais, à partir de là, par exemple, là, si on prend l'exemple de CV va envoyer un mail à Thierry en disant bonjour Thierry, Loïc vous invite à découvrir cv.fr, voilà votre code de réduction, ce type de choses. Donc là, on est sur quelque chose qui doit être très encadré, où on ne peut pas faire n'importe quoi. C'est-à-dire que ce que disent la partie RGPD et CNIL, c'est que vous n'avez le droit, vous, en tant qu'annonceur, de contacter le filleul une seule fois pour lui proposer, du coup, l'offre qui a été validée, entre guillemets, par le parrain, et en nommant explicitement le parrain. C'est ça où c'est important, c'est que si Thierry reçoit un mail de CV, il doit savoir demain qu'il le reçoit parce que c'est moi qui ai donné ses coordonnées à Thierry. Et vous devez essayer de proposer uniquement ce pourquoi j'ai dit OK, vous pouvez contacter Thierry. Donc ça, c'est quelque chose qui est important. Après, donc, comme vous le voyez, vous pouvez contacter les filleuls une fois uniquement. Et là, il y a un point qu'il faut mettre en place tout de suite, c'est proposer à Thierry derrière de donner son consentement de manière explicite pour qu'on re-rentre dans le cadre d'un prospect qui vient du parrainage. Vous n'avez pas le droit aujourd'hui de dire voilà, je vais harceler Thierry jusqu'à ce qu'il devienne client chez CV. Moi, je n'ai pas signé pour ça aujourd'hui. Donc, l'idée, c'est vraiment de dire, dès que vous avez envoyé un mail à CV, à CV au filleul, je veux dire, c'est de mettre en place un opt-in qui vous permettra de lui repousser la nouvelle offre s'il ne l'a pas utilisée ou de recontacter pour une autre chose, de l'inscrire à newsletter. Là, ça va vous devoir dans le cas du RGPD.
On va avoir la possibilité, ce qui est intéressant, c'est de stocker, enfin d'activer le parrainage également sans stocker les coordonnées des filleuls soumises par le parrain. Ça va limiter forcément l'impact du parrainage, l'impact de la viralité du parrainage, mais c'est quelque chose qu'on peut faire entièrement. Donc là, c'est un exemple avec Orange Côte d'Ivoire avec qui on travaille, où on va pouvoir dire, ils ont choisi en fait sur la gauche, ce qu'on voit, de ne pas activer de canaux où l'internaute va pouvoir donner les coordonnées de ses filleuls. La seule façon que j'ai, moi, de parrainer, c'est de cliquer sur un bouton Facebook, WhatsApp ou autre, ou de copier-coller un lien et de l'envoyer moi-même par mes propres moyens, donc par un réseau social, par un mail que moi je vais écrire, et à partir duquel le filleul pourra lui-même s'inscrire. Donc l'idée, c'est que le filleul arrive sur le type de page qui est à droite. Donc là, c'est comme le réseau Écoute à voir, donc tout ce qui est optique et audition, où on va lui présenter de la même façon, bonjour, enfin, là, on ne connaît pas la personne. On sait juste qu'elle vient de la part d'un lien ou d'un code qui a été transmis par tel parrain. Donc, grâce au parrainage de Michel, vous allez pouvoir avoir tel avantage chez Écoutez Voir. On va pouvoir demander du coup à l'internaute, qui sera le filleul du coup, de saisir lui-même ses propres coordonnées. Donc, on sort du côté coordonnées soumises par le parrain. Et surtout, on va redemander la partie consentement du coup directement là pour pouvoir le ressolliciter derrière, lui proposer une relance s'il a pas utilisé l'offre, etc. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui va être important. Donc il y a deux autres choses qu'il ne faut pas oublier sur la partie RGPD et parrainage client, c'est que les données des filleuls, donc on l'a dit tout à l'heure, vous pouvez les utiliser qu'une seule fois. Par contre, comme pour le RGPD, enfin, les données contact classiques, vous devez faire certaines choses, c'est-à-dire que vous devez normalement d'anonymiser les données. Donc là, ça peut être anonymisé avec un algorithme qui permet de rematcher si le client revient chez vous pour quand même valider un parrainage à terme. C'est-à-dire que vous allez appliquer le même algorithme d'anonymisation pour ça. Et le deuxième point, c'est surtout tout ce qui est suppression des données du filleul. C'est-à-dire que vous n'avez pas le droit de les utiliser, vous pouvez les conserver un peu parce que peut-être que le filleul ne va pas devenir client la semaine, enfin le jour même ou la semaine qui vient, suivant le secteur d'activité dans lequel vous êtes. Par contre, vous devez à un moment forcément supprimer complètement les données. Au maximum, on est sur 36 mois. Moi, je vous conseille de le faire nettement avant parce que globalement, si vous avez un filleul qui, au bout de 6 mois ou un an, n'est pas devenu client, globalement, il ne deviendra jamais client. Sachant que vous n'avez aucune action, enfin, vous n'avez le droit de faire aucune action dessus. Donc, du coup, il ne peut pas devenir client s'il ne se passe rien comme ça. Donc, l'idée, c'est d'avoir quelque chose de raisonnable. Si vous êtes dans la vente, par exemple, dans le retail, sur la vente de vêtements, voilà, peut-être que sur 2-3 mois, c'est pertinent. Si vous êtes côté constructeur de maison, vous pouvez vous dire, la personne, peut-être que dans 6 mois, 1 an, ça sera plus raisonnable. Donc nous, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est qu'on supprime dans tous les cas tout chez tous nos clients au maximum à 13 mois, mais on peut le mettre beaucoup plus tôt en termes de suppression. Du coup, donc, on a vu certains points liés au parrainage en termes de contraintes, notamment la partie mesure RGPD. Mais c'est quelque chose qui vaut la peine de se pencher dessus. Ça peut faire peur au début, la partie parrainage et RGPD, mais après, ça permet d'avoir des résultats qui sont très intéressants. À partir du moment où vous avez certains facteurs clés de succès qui sont respectés, c'est-à-dire que vos clients soient, je vais dire, plus que satisfaits, soient extrêmement satisfaits de l'expérience d'achat qu'ils ont eu avec vous, que vous ayez une taille minimale de clients, c'est-à-dire que si vous avez 2 clients par an, ce n'est pas la peine de du parrainage en premier, et sûrement 2 leviers marketing qui seront plus adaptés, et que vous proposiez quelque chose qui est pertinent comme offre de parrainage. Si vous êtes vendeur de maison et que vous dites 500 € sur la deuxième maison, ça n'a pas de sens. Par contre, si vous propose une réduction, par exemple, de 10 € sur des achats en magasin ou autre, ça va être pertinent là-dessus. Et donc, tout ça doit vous permettre d'avoir des retours sur investissement aujourd'hui importants avec la partie parrainage, malgré la partie donc, contrainte RGPD. Aujourd'hui, nos clients, nous, on est sur un ROI de 16 en moyenne, jusqu'à 80. 80, c'est un cas extrême qui marche très, très bien et où on sent un peu de parrainage, parce qu'il y a vraiment beaucoup de parrainage via des influenceurs, etc. Mais on est sur des actions qui sont vraiment très, très pertinentes. Et voilà pour la présentation donc, sur la partie parrainage donc, par
par moi et sur la partie donc RGPD plus spécialement par Thierry. N'hésitez pas, donc j'ai vu qu'il y a quelques questions qui ont été posées sur le chat, on va pouvoir y répondre Thierry et moi. Et puis n'hésitez pas à en poser d'autres maintenant, justement que ce soit vraiment un moment d'échange aussi sur vos problématiques spécifiques. Merci. Et après, je pense aussi que, pour rebondir un peu sur ce que disait Loïc, en fait, l'enquête de satisfaction, c'est aussi la porte d'entrée sur finalement la mesure de la satisfaction de ses clients, bien évidemment, mais sur la fidélisation, parce que les traitements qu'on va vouloir appliquer, en fait, si on a un client qui a été mécontent, ça peut arriver, il y a eu une mauvaise conjonction ou autre, bah, au moins on va le savoir et on va pouvoir agir. Et si on a un client content, bah, on va pouvoir continuer à développer cette aventure. Donc, ritualiser ces enquêtes de satisfaction pour qu'elles interviennent régulièrement. Alors après, quand on est e-commerçant et que si par exemple on vend des chaussures, on va peut-être pas envoyer une enquête de satisfaction à des clients qui achètent 3-4 fois ou 10 fois dans l'année. On va peut-être pas leur envoyer une enquête de satisfaction à chaque fois, donc on va pouvoir faire des réglages. Mais voilà, c'est comme ça qu'on va pouvoir cultiver la relation et puis renforcer son marketing, parce que quand il y a 10 clients qui nous disent ça nous va pas, bah oui, on peut se dire qu'ils ont tort, mais ils ont peut-être, on a peut-être intérêt à les regarder de plus près et puis à mettre en place des choses pour plus rencontrer cette problématique-là. Et puis des clients contents, bah voilà, ça devient vraiment les meilleurs commerciaux du monde. Pour répondre au point évoqué par Sébastien, enquête NPS par email ou sur une page de finalisation de commande. Le problème de l'enquête NPS, si elle est mise sur la page de finalisation de commande, c'est qu'en fait, le client va juste pouvoir juger de l'expérience de l'acte d'achat, mais pas du produit, pas de la livraison, pas de tout ce qu'il y a juste après, et qui est souvent le plus important, c'est combien de temps j'ai ma livraison. Donc, ce qui est possible de faire, c'est effectivement d'envoyer un mail en post-achat d'un point de vue avec une enquête NPS, par exemple, pour savoir ce qu'il en est. Aujourd'hui, il n'y a pas de contrainte, que ce soit par exemple un acteur comme We Love Customers ou comme Natalium qui l'envoie. C'est de la même façon qu'aujourd'hui, on peut mettre en place des avis avec avis vérifiés ou ce type de choses. Il y a un moment où la partie déclaration de confidentialité va mentionner les acteurs à qui les données sont transmises dans le cadre de l'expérience d'achat, etc. Donc, il n'y a pas de problème par rapport à ça. Il faut bien avoir en tête qu'effectivement, la relation client pour un client qui a acheté chez vous et le fait que vous délivriez votre service prévaut finalement c'est une forme de consentement induite par le contrat qu'il y a avec votre client. Et pour vous, mesurer sa satisfaction sur la qualité d'un de vos produits, ça fait partie de vos process. Donc là, il n'y a pas d'autorisation particulière à demander sur ce point-là. Par contre, si vous vouliez l'inscrire à votre newsletter, c'est autre chose. Sachant que personne aujourd'hui n'envoie aucun annonceur ou quasiment n'envoie son mail lui-même. Dans le pire des cas, il va passer par un Mailchimp, par un Sendinblue, par ce type d'acteur. Donc, dans tous les cas, il fournit déjà les coordonnées à un système externe. Et pour finir pour Sébastien, par contre, ce qui peut être fait clairement, c'est de dire, voilà, j'envoie un mail NPS en post-commande et sur la page de finalisation de la commande, de confirmation de commande, là, je peux déjà mettre un petit widget, par exemple, qui dit les produits du site vous ont plu, pensez à recommander le site à vos amis, etc. Là, ça n'engage, il n'y a pas de problème par rapport à ça. Sébastien, vous aviez une question aussi sur la partie CMP. Alors, je ne sais pas comment il faut l'interpréter. C'était juste par rapport à la gestion des cookies ou vous pensiez à autre chose? En attendant le retour de Sébastien, je vais répondre pour Marina, moi de mon côté. Donc, le taux de conversion des filleuls, on n'a pas aujourd'hui de stats. Effectivement, c'est des choses qu'on pourrait avoir. On n'a pas de stats selon le mode de soumission des coordonnées du filleul. Je pense qu'il n'y a pas de grande différence entre les deux. Mais je pourrais regarder ça prochainement. Et puis pour la question de Fanny, alors Fanny, oui, les nouveautés dans Helium Connect, c'est que maintenant finalement on va suivre cette date de dernière action.
d'inactivité. Donc, dans les actions qu'on va suivre, classiquement, on va avoir une action positive qui peut être un clic sur email, un formulaire rempli. Et après, on a d'autres clients qui ont aussi d'autres process quand il y a une souscription, quand il y a voilà, d'autres éléments. Mais pour vous, ça serait particulièrement ces cas-là. Donc, cette date, on va la voir. Et après, il faudra qu'on ait un petit échange sur les règles que vous souhaitez appliquer et puis peut-être des scénarios spécifiques de réactivation pour pas attendre cette dernière échéance. Donc ça, on pourra revoir ça. Mais après, on a des clients effectivement qui ont des règles qui sont différentes, qui préfèrent dire, ben moi, j'envoie un premier message à 18 mois, un deuxième à 24 mois, et puis voilà, je le considère inactif juste derrière, et à partir de là, je le mets en sommeil et je le supprime. Ou je l'anonymise. Et pareil, sur les règles de suppression anonymisation, c'est aussi un point sur lequel on a un petit échange à avoir parce que vous pouvez avoir un intérêt à garder les données pour des raisons statistiques en les anonymisant. Et d'un autre côté, si vous ne les utilisez pas d'un point de vue statistique, vous pouvez avoir tout bonnement intérêt à les supprimer. Donc, on reparlera de ce point-là. Pour répondre à Irène, donc sur la partie parrainage et le contact des filleuls, il n'y a pas, pardon, il n'y a pas de contrainte particulière par rapport au canal de connexion, enfin de sollicitation du filleul. Donc ça peut être par email, ça peut être également par téléphone, ça peut être par SMS. L'idée, c'est que vous puissiez contacter donc, sur le besoin évoqué avec son parrain. Et puis, en profiter du canal utilisé pour demander le consentement pour le recontacter derrière. Après, nous, je sais qu'on a des clients aujourd'hui qui fonctionnent par du contact email, on a des clients qui fonctionnent en SMS, on a certains qui fonctionnent notamment en B2B sur des volumes plus faibles avec du recontact téléphonique directement. Parce que les besoins sont souvent plus techniques aussi et nécessitent plus d'échanges dès le début. Donc là, après, c'est chacun fait comme il veut en termes de canaux. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou d'autres sujets? Hop. Alors, la validation orale du client, la difficulté, c'est qu'on ne peut pas la prouver, donc il va falloir l'enregistrer. Enfin, idéalement, si on veut vraiment être, pour répondre à François, dans le cadre du RGPD, de façon stricte, on doit être en capacité de prouver le consentement obtenu. Donc, l'oral, ne valant pas preuve s'il n'y a pas, entre guillemets, enregistrement, non, normalement, ça ne l'est pas, mais après, voilà, il y a une question de contexte. À un moment donné, voilà, le RGPD, c'est un état d'esprit, c'est des règles, mais si on voulait les appliquer complètement au cordeau, enfin, parfois, on voit que c'est compliqué. Mais idéalement, vous devez pouvoir prouver le consentement, donc il faudrait avoir une trace écrite. Donc, ce qu'on peut faire dans ce cadre-là, c'est quand quelqu'un vous donne son accord, par exemple par téléphone, c'est tout de suite derrière, comme je le présentais dans les slides de collecte de données, lui envoyer un email pour lui demander de préciser ses consentements, mais pas de l'inscrire d'entrée de jeu à l'ensemble de vos campagnes ou autres. C'est-à-dire que il nous a donné un accord à l'oral, on va aller chercher la confirmation à l'écrit pour le faire passer en opt-in réel, quoi. Après, vous pouvez avoir un mail du coup spécifique de demande de consentement que vous lui envoyez en parallèle, par exemple, d'un appel téléphonique. Dès qu'il vous dit oui, je suis OK à l'oral, vous lui précisez qu'il y a un mail qui part et dans lequel il a juste à cliquer pour confirmer son choix. Ça peut être ce type de mécanique qui peut être mis en place. Oui, où vous avez un formulaire accessible sur votre site où il peut venir remplir les 3 questions qui vont bien, quoi. Ou alors, enfin voilà, il y a des solutions, mais idéalement, il faut avoir cette trace. Donc, on va rebondir sur son accord oral, quoi. Pour répondre à Olivier également, donc est-ce que les dark patterns sont sanctionnables pour le consentement du cookie? Aujourd'hui, je ne sais pas. Demain, ils vont l'être parce que vous devez, à partir du mois de mars, du coup, proposer la même facilité d'ajout ou d'acceptation ou de refus pour la partie, enfin la même facilité, oui, c'est ça, d'acceptation ou de refus des cookies. Donc, si demain vous avez quelque chose qui induit à cliquer sur du j'accepte alors que la personne, le bouton je refuse est pas visible ou autre, ça ne sera pas réglementaire.
Il nous reste un peu de temps encore. Si vous avez d'autres questions, il ne faut pas hésiter. On est toujours disponible, Thierry et moi. Après, je ne sais pas si Sébastien est de retour, du coup. Si. Ce que Sébastien avait précisé, c'est qu'il voulait savoir donc, si tu avais différents acteurs CMP abordables, testés et approuvés par tes soins. Oui, mais là, je suis jugé parti, donc c'est une réponse un petit peu délicate. Mais voilà, c'est avec plaisir qu'on pourrait en parler et qu'on pourrait lui permettre de nous comparer. Pour le webinaire, vous allez recevoir donc un message, enfin une enquête de satisfaction donc liée au webinaire, savoir ce que vous en avez pensé, si c'est intéressant, si vous avez appris des choses. Également dedans avec deux éléments, savoir si vous voulez être recontacté par Thierry ou par moi pour faire un point justement sur nos domaines d'expertise respectifs. En tout cas, merci à tous. On reste à votre disposition. Vous avez nos coordonnées, n'hésitez pas. Parfois, on a des questions auxquelles on ne pense pas à l'instant T, mais qui arrivent après. Et puis, parfois, on donne des premiers niveaux de réponse et puis ça va, ça va générer d'autres questions à suivre derrière. Donc, n'hésitez pas. En tout cas, on est là pour ça. On espère qu'on a bien répondu à vos attentes. On a hâte de voir les petites notes de satisfaction que vous allez nous mettre. Voilà, pour essayer d'optimiser cette partie-là. Et le webinaire, si vous en avez loupé une partie, sera disponible également en replay. Vous le recevrez dans le mail de remerciement du webinaire. Merci à tous. Bon appétit puisqu'on y est presque. Et puis, on espère se revoir prochainement pour un vrai webinaire physique aussi. Ça serait quand même sympa. Merci beaucoup. Très bonne journée à tous. Bonne journée à tous. Au revoir. Au revoir.